suis ravi de vous accueillir. Stéphane, merci d'être là. Dans le digital, les nouvelles technologies, l'important c'est d'avoir un temps d'avance. C'est votre cas, c'est ton cas. Toujours un, voire plusieurs coups ou codes d'avance à votre sortie de notre école commune. Le SCP, vous avez créé, imaginé, contribué à construire tout un écosystème. Et puis la French Tech, et puis Cap Digital, l'école numérique, et évidemment Faber Novel avec EY, dont la signature est faire naître l'innovation qui est en vous. C'est une jolie signature. Décidément, vous avez un sacré digitalent, mon cher Stéphane. Merci d'être là. Anne, vous êtes maître de conférence, chercheuse en philosophie, membre du CNUM. Vous avez copiloté le rapport sur le numérique et les savoirs. Et vous aimez être à la croisée des chemins, être là où on ne vous attend pas. On vous retrouve plongé dans les rapports entre vie, technique et esprit dans l'histoire de la philosophie, ou encore passionné par les enjeux anthropologiques de la transformation technologique. Dans votre ouvrage que je vous conseille d'ailleurs, Schizophrénie numérique, vous décryptez le pouvoir des technologies numériques dans toutes les sphères de l'existence. Alors merci d'être avec nous pour nous aider à faire un pas de côté pour mieux avancer. Allez, venez me rejoindre. Vous les applaudissez encore une fois, s'il vous plaît. Venez Anne, Stéphane, je t'en prie, installe-toi, c'est vers toi que je me tourne. On parle de révolution de ce digital, on parle de l'intelligence artificielle. Bruno Le Maire y faisait référence, il disait pas que révolution digitale ou technologique, révolution culturelle. Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne en préalable, en prérequis, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qui change pas? Ce qu'il y a de fabuleux dans ce sujet, c'est qu'il a un côté loupe sur tout ce qu'on pouvait voir arriver avant, ce qui se développait depuis des décennies, parce que le terme d'intelligence artificielle, il n'est pas tout à fait raison. Et il y a une phrase comme ça, un peu marrante, qui dit que à chaque fois dans les technologies, l'intelligence artificielle, c'est ce qui est nouveau ou ce qu'on ne comprend pas. Donc une fois de plus, on est confronté à quelque chose de nouveau, assez radicalement nouveau, mais qui en même temps est dans la continuité de beaucoup de phases précédentes de la construction, de la transformation, de la révolution numérique. Et donc on voit très clairement qu'en fait, il y a des choses qui ressemblent à ce qu'on connaissait avant. Concrètement, c'est un domaine qui est lié au logiciel qui mange le monde, et dont on peut se dire de plus en plus qu'il a mangé le monde. C'est de plus en plus ce sujet de la donnée, où vous savez, on dit que est-ce que c'est de l'or noir ou plutôt du sable? Moi, je pense que c'est plutôt du sable dans lequel on va creuser. Il y a de plus en plus le sujet de l'équipement, du hardware, du software. Les fameuses plateformes. Les fameuses plateformes, le monopole dont nous a parlé le ministre un peu plus tôt, le sujet de la souveraineté, là aussi, c'est encore un des autres sujets qu'on peut évoquer ici à Bercy. Donc tout ça, c'est des sujets qui étaient là déjà avant et qui sont arrivés, parce que là aussi, c'est un des classiques du numérique. On dit... en anglais, on parle souvent dans le numérique, gradually, then suddenly. C'est graduel et puis tout d'un coup, clac. Une espèce de fulgurance. Là. Et ce qui se passe d'assez nouveau, c'est ce qui est peut-être le plus intéressant à discuter ce soir, c'est qu'est-ce que ça change vraiment? C'est qu'est-ce qui justement n'est pas un peu plus de ce qu'on connaissait déjà? Alors, qu'est-ce que ça change justement par rapport à cette machine qui nous effraie, qui nous étonne, qui nous fascine? Déjà, il y a ce niveau d'accessibilité, c'est-à-dire 100 millions de personnes en 2 mois qui s'intéressent à un outil qui est un outil moi, je me souviens des premières fois que je suis allé sur Google à la toute fin des années 90, au début des années 2000, il n'y avait pas autant de personnes, la technologie ne le permettait pas, mais on est aussi assez peu d'utilisateurs. Là, on parle en fait d'usages qui sont immédiatement massifs et qui sont dans les mains d'énormément de personnes. Donc on est à des échelles qui sont des échelles plus du tout, en fait, celles qu'on a pu connaître précédemment. Le ministre a raison aussi, citait qu'on est dans quelque chose qui, pour moi, est totalement nouveau par rapport, et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles moi, en tant que plutôt du côté des startups et de l'agilité, j'ai considéré qu'il était raisonnable de pouvoir s'ancrer à un acteur qui était un acteur qui avait accès à de plus grands marchés et qui était aussi un acteur très structurant, parce que, en fait, c'est une phase qui est une phase pour les très grands acteurs. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec Microsoft qui est revenu et qui maîtrise en fait ce nouveau cycle et qui est vraiment au centre du jeu aujourd'hui, ce qui est peut-être un peu moins une évidence parce qu'avant on s'attendait toujours à ce que ce soit les startups, l'agilité. Oui. Je finis après, c'est que là encore, quand le ministre nous parlait de centaines et des centaines de milliards d'investissements, c'est qu'imaginer au-delà en fait de ce sujet qui est plutôt pour les grands acteurs que les
les petits acteurs, c'est que créer ces modèles d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'infrastructure et d'un point de vue après ça de l'entraînement, et ça coûte en fait des sommes qui sont des sommes hallucinante. Et on va voir ce que ça peut rapporter à tous les sens du terme. Merci pour ce décryptage, Stéphane. Anna Lambert, des sujets qui vous occupent, je disais, qui vous préoccupent peut-être aussi. Éducation, démocratie, cette IA générative, on a vu avec Stéphane cette adoption fulgurante et en masse. Votre regard par rapport à tout ça? Eh bien, vaste question. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit précédemment et sur la nouveauté de ce phénomène, en fait, effectivement, je suis assez d'accord sur l'idée d'une sorte de progrès ou de développement assez lent avec des phases de rupture un peu fulgurantes. Et bien souvent, on compare, en fait, enfin, on inscrit ces révolutions qui sont celles du numérique ou de l'intelligence artificielle dans une histoire plus longue qui est celle de l'écriture, en fait. Et donc moi, c'est vraiment là-dessus que je m'appuie. C'était aussi d'ailleurs un petit peu ce que disait Nora Hemingway dans le rapport sur l'informatisation de la société dont on a parlé tout à l'heure. Il comparait en fait l'avènement de l'informatique à une nouvelle phase dans l'histoire plus longue de l'écriture. Et là, donc moi, comme je fais de la philosophie, comme vous l'avez dit, j'essaye de réactualiser un peu des réflexions qui étaient déjà celles de Platon, en fait, lors de l'avènement de l'écriture alphabétique dans la société grecque, qui bouleversait complètement les structures sociales, etc. Bon, et Platon décrivait l'écriture à cette époque comme un pharmakon, c'est-à-dire, donc c'est un mot grec, le pharmakon, qui signifie à la fois le remède et le poison, qui a les deux significations, si vous voulez. C'est pour ça qu'on ne peut pas le traduire et que du coup on utilise le mot grec. Et pour dire en fait que l'écriture, eh bien, à la fois nous augmente et nous diminue en fait. Elle nous augmente parce qu'elle nous permet de stocker toutes sortes de connaissances, de savoirs, et donc si vous voulez, elle constitue un remède pour la mémoire, un remède par rapport aux failles de la mémoire humaine. La mémoire humaine étant tout le temps, étant nécessairement par nature presque défaillante, puisque on ne peut se remémorer qu'à condition d'oublier en même temps. La mémoire est sélective. Donc elle pallie ces défaillances. Voilà, en fait. elle remédie à ces défaillances-là. Et en même temps, ce qu'explique Platon, c'est que cette technique de l'écriture, eh bien, elle risque aussi de constituer un poison pour la mémoire, dans la mesure où une fois que les savoirs auront été extériorisés, si vous voulez, que les connaissances auront été stockées sous forme de données d'une certaine manière ou d'informations, eh bien, les individus humains ne feront plus l'effort de se remémorer ces savoirs, de les pratiquer, de les interpréter et donc de les faire évoluer. Donc ça veut dire que quelque part, ça va plus vite, le champ d'action est beaucoup plus rapide, les humains peuvent s'appuyer, donc ça va les augmenter. Et en même temps, ça va les diminuer parce que, feignants comme nous sommes, on va se laisser embarquer par tout ça et c'est la machine qui va tout gérer. J'ai caricaturé. Oui, c'est plus ou moins ça l'idée. L'idée, c'est que, si vous voulez, ce qui nous augmente peut toujours aussi nous diminuer et, en particulier, peut nous faire perdre un certain nombre de savoirs. D'où l'importance, comme vous le disiez tout à l'heure, d'adopter ces technologies sans abandonner nos capacités et en inventant de nouvelles capacités, en profitant, si vous voulez, de l'évolution technologique pour instituer un renouvellement des savoirs dans tous les domaines, en fait. Et effectivement, dans le cas de l'éducation, comme vous avez mentionné, l'éducation, c'est un véritable enjeu parce que, comme on sait, ces technologies se développent très, très vite. Donc ça a toujours été le cas, mais c'est peut-être la grande nouveauté quand même d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans des phases d'innovation permanente et que les technologies se transforment beaucoup plus vite que les savoirs sociaux, collectifs, qui permettent de comprendre leur fonctionnement. C'est ce qui crée, en fait, un certain nombre d'inquiétudes. Ces inquiétudes et ces peurs, en réalité, elles sont simplement dues à une sorte de déphasage entre les progrès, disons les avancées, les développements techniques, et puis les savoirs humains qui permettent de les comprendre et donc de les adopter en se transformant eux-mêmes. Donc, en fait, il y a une sorte de dialectique, si vous voulez, entre les avancées technologiques et puis le renouvellement des savoirs qui à mon avis, et voilà, c'est ce jeu-là qu'il faut arriver à maîtriser d'une certaine manière. Juste équilibre et vigilance, vous le dites. Par rapport, Stéphane, par rapport à ce que dit Anna Lambert, ça va évidemment changer l'exécution des tâches, facteur de risque aussi, vigilance, décryptage par rapport à ça et par rapport à notre thématique, les entreprises, comment est-ce qu'elles peuvent dompter? On a vu, on en a parlé, et vous le savez dans vos entreprises, ça peut libérer des tâches chronophages des personnes et on réalloue ce temps-là sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Mais encore déjà, une chose dont il faut qu'on prenne conscience ici, c'est que ces modèles,
à des centaines de millions de personnes qui les testent régulièrement, ils sont déjà dans vos entreprises, ils sont déjà dans nos organisations. Donc les pratiques individuelles sont là et certaines sont très avancées déjà. Donc je pense que la première des responsabilités d'une entreprise, c'est de créer une pratique collective en fait de ces partage. Un partage et une capacité à pouvoir les intégrer en ayant une position qui est une position d'organisation. Ce qui est assez fascinant et là où moi je suis aussi content de pouvoir venir vous parler ce soir, c'est que peut-être pour nous, vous savez, il y a une très mauvaise blague que vous connaissez tous sur les consultants qui dit qu'un consultant c'est quelqu'un qui vous pique votre montre pour vous donner l'heure et après ça qui vous la vend. C'est une très très mauvaise blague. En fait, on s'est retrouvé avec ce sujet d'intelligence artificielle générative vraiment en première ligne en fait de cette transformation parce que nos métiers, tous nos métiers, sont en fait des métiers qui aujourd'hui sont des métiers appelés à être transformés par l'automatisation, par l'accès à la donnée, par... On disait beaucoup les métiers de la création, hein. Les métiers de la création, on l'a vu, les journalistes. C'est d'ailleurs en fait ça qui a peut-être... votre partie, mais ce qui est fascinant dans ce... Vous savez, on fait souvent référence à ce qu'on appelle le Mechanical Turk, qui est un vieux truc qui revient souvent dans le numérique, qui est la robotisation, et dont on ne sait pas très bien, en fait, l'histoire raconte qu'à un moment, on cachait des humains pour faire croire que les automates étaient en capacité d'être des humains eux-mêmes. Mais cette chose fascinante qui se passe qu'aujourd'hui, on a l'impression de parler à un autre être humain, puisqu'on parlait avant souvent de tests de Turing, en fait, cette capacité à reconnaître en fait la machine face à l'humain, ça nous met tous en résonance. C'est vrai que, et alors maintenant, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que la créativité était vraiment une des certitudes qui nous restait. C'est-à-dire que dire, les machines un peu automatisées, ce sujet, on parlait tout à l'heure de col bleu, on se disait, les robots vont remplacer les cols bleus, mais les cols blancs, on est tranquille pour un moment. Tout d'un coup, c'est arrivé très vite et on s'est retrouvés, nous, les cols blancs, en fait, dans une position de se dire, mais tiens donc, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'on fait? On pratique notre métier. On expérimente. J'aimerais qu'on parle aussi de la Prompt Academy parce que c'est en avance en marchant. Hein, c'est ce que vous faites avec Faber Novel et EY. Donc, je pense qu'il y a déjà le sujet de l'accueil. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est que ces pratiques individuelles, il faut commencer à les identifier. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des solutions. Il faut savoir ce qui est autorisé et pas autorisé. C'est-à-dire je pense que, comme nous y invitait le ministre, il faut sans doute pas interdire, mais il faut être en capacité aussi de donner un cadre qui est un cadre de confiance. Ce qui est vraiment une chose qui me semble importante. Toutes les notions de sécurité, de confidentialité, d'éthique. Parce qu'il y a aussi des sujets qui sont des sujets éthiques. C'est-à-dire que je pense qu'il est impensable de faire nos métiers aussi sans pouvoir dire ce qu'on a fait et ce qu'on est délégué à la machine. C'est-à-dire qu'il faut aussi être il y a des sujets qui ne sont pas uniquement des sujets de sécurité et de confidentialité. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'essentiel à comprendre quand on déploie un programme, et ça je le vois depuis le début de ma carrière, c'est qu'il n'y a pas une question uniquement d'abonnement et d'infrastructure, donc d'investissement dans le hardware, d'investissement dans les services pour les mettre en place, pour les prendre en main. Mais il y a aussi derrière de l'animation. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien aussi avoir une approche qui soit une approche dans laquelle on a de l'investissement et on a ces 3 tiers d'investissement. Donc penser à ces investissements comme ça. Je pense qu'il faut aussi chercher à être très très clairement sur des cas qui soient des cas les plus clair possible dans des métiers qui sont des métiers qui ont déjà initié. Donc là encore, je pense que, et ce qu'on voit nous chez nos clients, c'est qu'il y a par rapport à cette donnée, et certains sont très en avance, ont déjà commencé et initié le projet, parce que ce qui est pour revenir sur le sujet de la productivité, un des vrais problèmes qu'on a et qu'on a vu dans toutes les révolutions industrielles, c'est que ces révolutions techniques majeures ne sont pas toujours identifiable dans la productivité. Donc je pense que aussi ce qui est très important à accompagner quand on est une entreprise, c'est spécifiquement ce qu'on est capable de faire mieux et comment on le mesure de façon à pouvoir l'entretenir et le distribuer ensuite. Réaction par rapport à ce que dit Stéphane Distinguin à Anna Lambert sur la nécessaire compréhension de ces dispositifs, savoir ce qu'il y a derrière ces outils. On a vu, vous en parliez, vigilance par rapport à tout ça, par rapport à la maîtrise du savoir, de la connaissance, et puis de notre rapidité qui n'est pas aussi forte que celle de la machine. Hein.
Oui, effectivement, c'est vraiment la question de la vitesse là qui se pose, et il y a quelque chose de très séducteur aussi dans la vitesse, justement parce qu'elle permet d'augmenter la productivité, elle permet elle permet aussi en général, ces technologies surpassent toujours en quelque sorte les pratiques humaines quand il est question d'exactitude, quand il est question d'efficience, d'efficacité, mais c'est vrai que on est en fait dans une nouvelle phase d'automatisation d'une certaine manière. Et ce qui est important, je pense, de voir, c'est qu'on a longtemps cru, si vous voulez, qu'on ne pouvait automatiser que les métiers, disons, manuels. On parlait d'école bleue et d'école blanc tout à l'heure. On se rend compte aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, donc avec des automatismes qui ne sont plus des automatismes mécaniques, mais qui sont des automatismes électroniques et algorithmiques, qu'il est possible aussi d'automatiser, on va dire, les savoirs penser, les savoirs théoriques, les savoirs décider, etc. Les savoirs créatifs, comme vous le disiez tout à l'heure. Et en réalité, je crois que là, c'est parce que le problème a été traditionnellement mal posé. Parce que, si vous voulez, quand vous avez un savoir, il y a toujours une part de ce savoir, ou un métier, une profession, quelle qu'elle soit, il y a toujours une part de ce savoir ou de ce métier qui peut être automatisé, et une autre part de ce savoir ou de ce métier qui ne peut pas l'être. Si vous voulez, tout métier, tout savoir suppose d'acquérir des automatismes, mais d'être capable aussi, à un certain moment, dans une situation donnée, dans un contexte précis, de désautomatiser. C'est-à-dire... Ça, c'est intéressant. La part de l'imprévu, quelque part. Voilà, en quelque sorte, la part de l'imprévu, de l'invention, mais il n'y a pas invention que dans les métiers créatifs. Je veux dire par là que un peintre, un comédien, etc., il doit aussi beaucoup automatiser, beaucoup répéter, etc., pour être à un moment créatif. Et je crois que c'est le cas dans vraiment la plupart des métiers, si vous voulez. Donc l'enjeu, pour moi, si vous voulez, c'est vraiment de se demander, c'est de sortir de ce questionnement qui consiste à dire que peut-on automatiser, que ne peut-on pas automatiser, mais, ou plutôt réinscrire ce questionnement dans chacun des métiers, dans chacune des professions, et de se demander à chaque fois, qu'est-ce qui est automatisable et qu'est-ce qui, à l'inverse, ne l'est pas, et donc doit encore faire l'objet, d'une certaine manière, d'une transformation et d'une transmission et d'une transformation sociale, collective, et comment mettre justement ces nouveaux automatismes au service du renouvellement des savoirs dans chacun des secteurs concernés. Et garder la singularité de l'humain. Oui, la singularité de l'humain, ou en tout cas le potentiel de renouvellement des savoirs, je dirais, pour ne pas opposer l'humain à la machine, parce que je crois qu'il ne s'agit pas du tout en fait d'opposer les humains aux machines. Il s'agit de faire en sorte que ces nouveaux automatismes soient mis au service justement du partage des savoirs et de l'intelligence collective, pour que précisément, face aux nouveaux défis qui vont apparaître dans les années qui viennent, il y a encore des potentiels d'invention et de renouvellement, d'apport de nouveautés, quoi. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas programmables. Stéphane, message aux chefs d'entreprise, vous commenciez à le dire, se former, l'importance des compétences, tester, y aller, j'allais dire. Ce que disait aussi Véronique Bédague tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà les organisations ont déjà des sujets, il y a déjà des projets en interne, d'autres organisations ici ont déjà lancé. Donc c'est pas dompter, mais c'est surfer cette vague et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est que, il y a un effet loupe aussi sur ce qui se passe. Et je peux pas m'empêcher de réagir sur l'actualité aussi, de revenir sur ce qui s'est passé chez OpenAI de façon incroyable, qui est l'entreprise la plus importante du sujet, qui a lancé en fait quasiment, on peut dire, tous ces débats, et qui nous vaut peut-être d'en discuter ce soir, qui a quand même changé 3 fois de patron en l'espace de 48 heures, et à qui on a confié, on a quasiment laissé les clés en fait de ce sujet pendant un moment. Donc il y a des sujets qui sont aussi des sujets de gouvernance, et moi je pense que ce que disait tout à l'heure le ministre sur les monopoles et sur la certitude que ce sera des monopoles, cette messe n'est pas immédiatement dite. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura d'autres modèles alternatifs. C'est-à-dire que, est-ce que nous réussirons à créer collectivement une alternative ? Je pense néanmoins qu'il y a toujours puisqu'on entendait un petit peu Bernard Stiegler aussi dans ce que vous disiez sur le pharmacon tout à l'heure, je pense qu'il y a eu toujours en fait une idée en fait entre 2 grands modèles numériques, qui est celui des césaristes pragmatiques, celui où justement les grandes plateformes vont quelque part nous protéger, et il y aura des solutions sur des grandes plateformes qui seront quasiment des monopoles et qui correspondront peu ou prou à ce qu'on connaît d'un point de vue géopolitique. Et de l'autre côté, c'était les Rifkin, c'est aussi le modèle qui est lié à l'énergie. Et je m'en veux un peu aussi de ne pas avoir fait suffisamment le lien entre le numérique et l'écologie, qui sont le lien et le sujet aujourd'hui, d'avoir un peu fait en tranche napolitaine plutôt que tout à fait lié, parce que
il y a justement en termes de modèle conceptuel, y compris du point de vue énergétique, quelque chose qui doit être lié au demain à une alternative qui peut être aussi plus open source. Et open source ne veut pas forcément dire les Gaulois contre les Californiens. Ouais. C'est que Meta, aujourd'hui, développe des modèles qui sont des modèles différents. Et donc, être aussi dirigeant, à mon avis, aujourd'hui, c'est aussi comprendre ces grandes tectoniques des plaques, ce qu'on a essayé de faire pendant des années avec Faber Novel, qui s'appelait les GAFAnomics, et qu'on va renommer bientôt les AInomics, justement sur ce sujet-là, parce qu'il va y avoir des modèles alternatifs à accompagner et qu'il faudra comprendre de façon à ne pas perdre pied ou à justement réussir à reprendre en fait le bon rythme sur ces sujets. Dernier point avec vous, et on conclut, chère Claire, avec vous, Anne. Vous aimez à dire qu'il faudrait promouvoir une plateforme numérique collaborative, que ça serait peut-être le moyen justement de concilier tous les enjeux. Alors, des plateformes numériques collaboratives, il en existe beaucoup, mais c'est vrai que moi, j'insiste sur l'idée de sortir du paradigme, en fait, du remplacement de l'humain par la machine, le robot, l'algorithme, mais plutôt se servir, en fait, de ces nouvelles technologies comme de nouveaux supports de savoir collectif, en fait, de nouveaux partages des supports pour partager les savoirs et pour peut-être travailler différemment aussi et de manière plus contributive, puisque vous parliez de Bernard Stiegler tout à l'heure. Donc voilà. Une belle rencontre, de beaux regards croisés. Merci beaucoup. Je vous demande de les applaudir. Anne Distinguin, Stéphane et Anne. Merci beaucoup.